Mais en 98, ma mère est partie en prison. 2005 avec Ticket Restaurant, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je me suis fait aussi braquer une fois ils sont venus en bas de chez moi. Que j'ai eu au Cambodge, je pense que ce sera pas égalable ailleurs. En fait, je vais ouvrir une agence, elle n'est pas encore ouverte. C'est pour mixer à la Tour Eiffel pour les JO. Aujourd'hui sur Débridé Stories, le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie. On reçoit Tony SK, DJ, entrepreneur et community builder. Il a mixé sur la Tour Eiffel pendant les Jeux Olympiques de 2024 et a buzzé sur les réseaux grâce à son mashup de Premier Gao. Dans cette interview, il va nous raconter comment il s'en est sorti, depuis son enfance difficile à aujourd'hui, devenir l'un des DJ les plus en vogue de la scène parisienne. On remercie aussi notre sponsor, le restaurant laotien Seplai, qui se trouve au 11 rue Buffo à Paris 9. Venez y déguster les meilleurs plats typiques du Laos, réalisés avec amour par le chef Ken. Toutes les informations sont dans la description et on vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Aujourd'hui, on se retrouve au restaurant Seplai, donc dans Paris 9, du chef Ken, et on est en compagnie de Tony SK. Donc bonjour Tony. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour l'histoire, Tony, donc tu es un DJ, entrepreneur créatif, community builder, je crois que c'est ça que... C'est ça, ouais. Comme ça que tu t'appelles. Et est-ce que toi, tu pourrais te présenter avec tes propres mots pour tous ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore? Donc Tony ou Souvendi, c'est mon premier prénom. Tony, c'est mon deuxième. Et tout le monde m'appelle Tony dans la famille. Et voilà, je suis d'origine cambodgienne, laotienne, un peu de viet, française et chinoise. Tétio, voilà, ça fait beaucoup. Et j'ai grandi dans le 13e. J'ai habité un peu partout en France, aux Pays-Bas, Amsterdam. Et j'ai de la famille aux États-Unis, dont mon père. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours quand j'étais jeune. Et ça a fait de moi qui je suis actuellement une personne multiculturelle, mais très attachée à la culture cambodgienne quand même, grâce à ma grand-mère. Voilà. Du coup, plus cambodgienne que toutes tes autres origines. Ouais, on peut dire ça, ouais. Cambodgien, ouais. Avant de parler de ton parcours plus pro et tout ce que tu as pu entreprendre jusqu'aujourd'hui, on va revenir au point de départ, si tu permets, donc ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, ton rapport avec tes origines? Et je vais rentrer tout de suite dans le dur. Donc j'ai grandi dans Paris 13e, une enfance assez difficile. On vivait assis dans un studio en sous-sol. Et voilà, ça n'a jamais été facile. Et en grandissant, après on est sorti de cette situation. Mais en 98, ma mère est partie en prison. Donc j'avais 11-12 ans, donc j'en ai 40 aujourd'hui. Et du coup, je me suis retrouvé en foyer, famille d'accueil, seul asiatique, enfin d'abord en foyer, seul asiatique en foyer, 90 jeunes qui se battent, qui se mordent jusqu'au sang, qui se mettent des coups de couteau. Il y a des agressions sexuelles, plein de choses très violentes que tu ne dois pas voir, tu vois, quand tu es ado, même dans la vie normale. Et moi, j'ai toujours su tirer mon épingle du jeu, parce que je savais lire et écrire normalement. La plupart ne savaient pas lire et écrire normalement, donc j'allais à l'école dans un collège en dehors du foyer. Et le soir, je rentrais et c'était à nouveau le zoo, tu vois. Et voilà, et j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant quand j'étais jeune. Et depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à mettre des sous de côté. Je travaillais déjà au black, je faisais un peu de sous à droite à gauche. Et c'était mon but ultime d'ouvrir un restaurant avant 30 ans. Ok, oui, donc tu as toujours été finalement entrepreneur dans l'âme, tu as toujours voulu... Ouais, j'ai 3 grandes sœurs. On a 10 ans d'écart. Okay. Elles sont occupées de moi quand ma mère n'était pas là. Les week-ends, c'était chez elles quand je rentrais du foyer. Et pareil quand je rentrais de famille d'accueil. Et donc du coup, elles m'ont aussi gardé un peu à la culture cambodgienne dans le sens où on mangeait asiatique à la maison. Mais surtout, une de mes sœurs a ouvert un restaurant à l'âge de 21-22 ans. Okay. Et en fait, c'était mon idole. Je la voyais faire. Pour moi, c'était un truc de fou. Ouais. Un resto asiatique ? Un resto japonais. À l'époque, c'était le début des restaurants japonais qui commençaient à exploser, 98. Et donc du coup, je la voyais faire et pour moi, c'était un truc de fou. C'était un exemple et voilà. Mais chacune de mes sœurs m'a apporté quelque chose de différent. Une, c'était beaucoup de bienveillance et une autre, c'est aussi le fait de savoir rester un peu plus calme dans certaines situations.
Donc chacune avait quelque chose de spécial. Et j'ai une petite sœur aussi, D'accord. qui a 10 ans de moins que moi, qui est orthophoniste. On l'a poussée jusqu'au bout pour qu'elle aille à l'école, tu vois. Et voilà, accomplissement complet. Voilà un peu mon enfance. Très famille quand même, du coup, malgré cette enfance un peu difficile. Ouais, grâce à mes sœurs. Ouais. Elles ont joué le rôle de maman. Elles ont maintenu ce truc-là de dire, en fait, c'est nous 5, tout le temps. Même s'il y avait leur mari, leurs enfants. Et les vacances, on les passe ensemble. Au moins une semaine dans l'année. On est une semaine dans l'année, on part en vacances ensemble au bord de la mer. Et des fois, on se retrouve à 18, 20 dans un mobil-home où il n'y a que 3 chambres, tu vois. Et on est tous serrés, on est tous ensemble. Et franchement, ça fait partie aussi des moments importants pour rester soudés. Ouais. Et ça, là, tu parles encore actuellement, tu veux dire Ouais, encore, on le fait encore. Là, on est en train de choisir justement une maison où aller. Parce que ma sœur a vendu son mobil-home justement au bord de la mer. Mais ouais, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Okay. Et avant, on se voyait déjà, tu vois, de manière régulière. Mais comme elles sont toutes parties de Paris, bah, ça fait qu'on est obligé de se retrouver différemment, au moins pour les vacances. Voilà. Donc toi, tu es originaire de Paris 13. Ouais. Est-ce que, Paris 13, on connaît, c'est beaucoup d'Asiatiques. Est-ce que toi, justement, quand tu étais petit, tu traînais avec autant d'Asiates ou T'es obligé. Ouais. T'es obligé parce que le 13e, c'est dans les années 90, c'était que des Asiates, 80 déjà aussi. Et voilà, et après j'avais toujours des potes de d'autres origines et ça m'a toujours permis aussi de comprendre aussi d'autres cultures. Mais ouais, principalement, le noyau, c'était la moitié c'était des Asiates, le reste c'était d'autres origines que l'Asie. Ça pouvait être aussi bien des Noirs des Antilles que des Noirs d'Afrique, que des Maghrébins ou des Français. Donc voilà, c'est un peu ça le 13e aussi. Est-ce que tu avais déjà t'avais des potes de tout horizon. Est-ce que tu étais le chinois du groupe? Parce que je sais que généralement quand tu as des groupes un peu multiculturels comme ça, tu as toujours un Asiate et le chinois. Mais là, vu qu'il y en avait plusieurs, est-ce que… Non, moi j'ai pas connu ça. Et grandir dans le 13e, dans les années 90 en étant asiatique, c'est le paradis. Ouais, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'insultes contre nous, tu vois. Par contre, quand j'ai atterri en foyer, j'étais le seul Asiate. À 12 ans, tu te prends une gifle déjà parce que tu as le déchirement de la famille, tu n'es plus avec ta famille, mais surtout seul Asiate, donc tu te prends toutes les remarques, toutes les blagues et tout. Mais en fait, tu sais, ça c'est les enfants. Tu vois, finalement, ils sont pas méchants, c'est juste que soit ils essayent d'être intéressants, soit ils essayent de comprendre tes limites aussi. Mais moi, j'ai jamais eu de souci avec ça, tu vois. Ouais. C'est arrivé une seule fois où quelqu'un m'a poussé vraiment jusqu'au bout. C'est la seule fois où je suis parti en garde à vue. Ça finit même au tribunal, mais tous les jours, le mec m'insultait. Il m'appelait Shintok, des trucs comme ça, tu vois. Les trucs à la con, genre les petites bites, tu vois. Okay. Et j'avais 17 ans. Et un jour, j'en ai eu marre, je suis arrivé, il l'a dit, et puis on s'est battu, sauf que j'ai gagné. et donc, du coup, ça a fini au tribunal. Mais ouais, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment un truc, genre du racisme contre moi, vraiment, ouais. De manière poussée, quoi. Aujourd'hui, tu le ressens pas, toi? Non, pas du tout. Aujourd'hui, pas du tout. Et je suis tellement bien dans mes baskets que on ne peut pas me bouger sur ça. Et je comprends certains Asiatiques qui ont un peu du mal avec ça, puisque j'étais aussi un peu… j'avais aussi honte d'être asiatique avant. Okay. Forcément, puisque quand les gens font des blagues. Mais je pense que j'ai toujours eu cette chance-là d'être sûr de ce que je faisais, dans tout. Que ce soit dans le sport, dans la musique, même dans la vie de tous les jours. J'avais toujours ma vision, comme je t'ai dit, dès 15 ans, je savais ce que je voulais faire. Ouais. Et j'ai pas fait tu vois, j'aurais pu faire une école de restauration, mais je me suis dit non, j'en ai pas besoin. Tu vois, je vais passer par un autre chemin. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et du coup, tu as commencé très jeune à économiser et objectif restaurant 30 ans. Ouais. Et finalement, cet objectif j'ai ouvert à 27 ans. Mais pour ça, j'ai de mes 21 jusqu'à mes 25 ans, j'ai travaillé en restauration. Le matin, je travaillais dans le restaurant de ma sœur, qui se trouvait à La Défense. Et je faisais 10h, 15h30, 16h. Et après, j'enchaînais avec un autre restaurant de 16h30 ou 17h jusqu'à 2h du matin. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Ok. 3 ans et demi, ouais, à peu près. Peut-être même 4 ans, mais à fond. Ouais. Ce qui t'a permis à la fois d'apprendre et de mettre de côté, j'imagine. C'est ça. À la fin de mon BTS, les mecs, ils venaient te recruter. Ils te disaient, ouais, 1005 avec ticket restaurant. Tu veux quoi, toi? 1005 avec ticket restaurant, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et après, j'aimais tellement pas l'école, mais je voulais quand même pousser parce que je voulais faire plaisir à mes sœurs. Après, je leur ai dit, écoutez, en fait, l'école, je peux plus, en fait. Faut que j'économise et voilà mon objectif. Et elles étaient assez étonnées, assez surprises que je prenne cette décision assez jeune et voilà, c'est fait comme ça. Finalement, tu es dans une famille quand même d'entrepreneurs, vu que ta sœur avait déjà son resto. Je peux me dire parce que c'est finalement, tu as deux types de familles. Tu as les familles d'entrepreneurs chez les Asiates, chez les Cambodgiens plus particulièrement, et ceux qui restent bloqués sur non, faut aller à l'école, faut faire docteur, moi, je connais plus d'Asiates de ce type-là, c'est pour ça que je suis très curieuse de voir comment on te soutient, on te pousse à aller au bout de ces choses-là, mais peut-être que ça vient aussi de ton père qui est aux États-Unis. Tu sais, quand tu n'as pas trop le choix, en fait, tu te crées tes opportunités. De base, j'aurais très bien pu dire, je vais travailler pour quelqu'un, mais en fait, tu te retrouves, à un moment donné, tu te retrouves face à un plafond de verre que tu ne peux pas casser, puisque toi, ton but, c'est de vivre confortablement. Moi, j'ai jamais, dans ma tête, je me suis dit, peut-être un jour, je serai millionnaire, je brasserai plusieurs millions avec plusieurs restaurants, tu vois. Mais mon but premier, c'était de vivre confortablement, tu vois, ne manquer de rien et de jamais me dire, la fin du mois, ça va être dur. Et j'ai cette chance-là de vivre comme ça aujourd'hui. Mais ouais, c'était ça en fait. C'est pour ça que même mes sœurs ont commencé à entreprendre. Par contre, un autre truc qui est important, c'est qu'on n'avait pas d'éducation financière. Okay. Tout ce qu'on avait, le cash, c'était pour le dépenser. et après, tu apprends au fur et à mesure que non, en fait, faut tout déclarer. Et c'est comme ça que tu te construis un patrimoine. Le cash, c'est dans la caisse et à la banque. C'est pas dans ta poche. Tu vois, c'est pas le bon intermédiaire. Clairement. Et voilà, et après tu apprends au fur et à mesure comment tu te développes aussi en tant que, pas en tant que patron, mais en tant qu'entrepreneur justement. C'est ça être entrepreneur. C'est pas juste ouvrir un lieu, c'est aussi comprendre comment tu peux développer ton business et comment tu peux l'élargir ou élargir ton territoire dans d'autres domaines aussi. Voilà. C'était un restaurant de quoi? C'était un restaurant japonais. Mais en fait, c'était un restaurant club. Ok. Donc ça s'appelait Les Coulisses, c'était à Lyon. On avait des joueurs NBA qui venaient, des joueurs de foot de l'équipe de France, des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde maintenant. On avait des acteurs, des rappeurs, tu vois, qui venaient. Et ils venaient de manière naturelle. On n'en a jamais payé. Ils sont tous venus parce qu'ils savaient qu'à Lyon, c'était le lieu où il fallait être. Ouais. Pas parce que c'était un lieu ultra confidentiel, mais plutôt parce que c'était un lieu où tu allais être bien accueilli, tu allais bien manger, il y a du bon son. Et en 2013, il n'y a personne qui fait ça. Donc et c'est tout petit. Pour un club, c'est tout petit, c'est 220 places assises. 220 places debout, excuse-moi. Et donc du coup, tu peux aussi t'asseoir pour manger, tu vois, et on te sert jusqu'à 4h du matin, tu sors de ton showcase ou ton concert, tu peux continuer à venir manger, pareil pour les sportifs. Donc voilà, c'était un peu l'idée, tu vois. C'était un petit peu les années folles alors pour toi, parce que rester resto au club, c'est intense. C'est sport. Ouais. C'est sport, après j'ai arrêté puisque je me suis fait… premièrement, je me suis pris la tête avec mes associés. Okay. Il y a des choses qui ne me convenaient pas en termes d'argent. Clairement, je me sentais volé. D'accord.
sans rentrer dans les détails. bien sûr. Et ce n'était pas qu'un ressenti, ça a été avéré. Et le problème, c'est que je me suis fait aussi braquer une fois ils sont venus en bas de chez moi. Et en fait, tu dors pas en fait. Tu regardes par ta fenêtre toutes les nuits pendant ton sommeil, tu te réveilles et tu regardes par ta fenêtre en me disant il y a peut-être quelqu'un. Et après, j'étais avec une fille à ce moment-là et elle me disait tout le temps mais arrête, tu es paranoïaque et tout. Mais quand il y a quelqu'un qui vient comme ça, là, tu ne sais plus quoi faire en fait. Et même sur ton lieu de travail, tu te sens comme violé en fait. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté. Mais c'est là par contre que tu as découvert un petit peu donc, le côté night music. Ouais. Et le début du DJ Tony SK du coup. J'avais un super DJ résident qui aujourd'hui fait 300 millions d'écoutes. Rien que sur Spotify, il s'appelle Trinix, c'est un duo. T'as entendu le truc avec Aya Nakamura, elle a repris Corneille. Oui. C'est eux qui ont fait le remix. D'accord, ok. Et en fait, ils l'ont sorti d'abord, ça a pété, et après ils ont demandé à Corneille et Aya si elle voulait poser dessus. Et aujourd'hui, les gars sont super connus, c'est un truc de fou, je suis très content pour eux. Et voilà, ça reste un ami, il s'appelle Josh. C'est lui qui m'a appris à mixer. J'avais déjà des platines quand j'avais 16 ans et tout, mais j'en fais. Je savais pas du tout mixer, j'avais pas de base. Lui m'a vraiment donné les bases pour que je puisse déjà faire 5 minutes de DJ set, plus 10, plus 15, plus une demi-heure, etc., etc. Et voilà, et après ça a fait… c'était les fondations de mes années de DJing dans mon propre établissement. Et quand je suis parti, je savais pas quoi faire et je me suis dit peut-être DJ que ça peut être pas mal. Je suis dans la nuit mais pas trop. À 1h30, je prenais des lieux où je pouvais mixer jusqu'à 2h grand max, après je rentrais et je dormais. Voilà, c'était mon but. Mon but c'était de pas traîner dans la nuit. Et puis petit à petit, je commençais déjà à enlever l'alcool et tout de mes habitudes et voilà. Ok. Mais donc tu as quand même continué parce que tu mixes encore aujourd'hui. Ouais. Je mixe encore aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, puisque j'ai 2 projets qui sont d'actualité. Un, c'est Picnic and Beats. On a fait ça un peu de manière sauvage, où j'invite justement d'autres DJ et on les enregistre. On enregistre tous leurs DJ sets. Et voilà, dans un cadre finalement un peu spécial, et ils ne sont pas obligés de jouer de la musique de club. Au contraire, on veut voir une autre facette d'eux. Et l'autre projet, c'est The Link Room, c'est une communauté. C'est pour ça que je me prétends community builder. C'est parce que en fait, je construis une communauté. Déjà, on est parti de rien, mais en créant des événements et en mettant aussi à disposition notre communauté pour d'autres personnes qui partagent nos valeurs. On les met en avant à travers notre newsletter. Aujourd'hui, on a 15 000 mails et 8 000 personnes sur liste d'attente. C'est juste fou en fait ce qui nous arrive. Donc voilà, et on fait ça. On place des DJ pour Adidas aussi, enfin pour plusieurs marques, des hôtels et des marques, dont Adidas. Pour ça, souvent je suis habillé en Adidas. Et voilà, et ça se passe bien. Comment elle est venue cette idée Picnic and Beats et The Link Room, comment c'est venu? Parce que après, si on arrive à deviner un petit peu, comme tu étais du milieu de la nuit et que tu voulais en sortir, tu as voulu garder le côté nuit sans la nuit. C'est ça. Ouais. Je voulais enlever tous les artifices. Je voulais que ce soit un truc naturel, qu'on retourne à l'essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est rencontrer du monde, s'enlever les téléphones des mains et avoir des outils simples. Et du coup, on a un jeu qui s'appelle Ça reste entre nous, que mon associé a créé avec ses frères en 2020, qu'on a racheté. Et que le but de ce jeu, ça te permet de connecter différemment. Et en fait, c'est un jeu de connexion et d'introspection. Donc, tu vas poser des questions à… Tu peux jouer avec tes parents, tu peux jouer avec un date, tu peux jouer avec n'importe qui en fait. Okay. Et je sais pas, ça peut être quelle est la chose que tu as le plus du mal à pardonner, par exemple. Tu vois, c'est des questions assez profondes. Et ça permet soit d'accélérer les discussions et les relations,
soit ça permet de les approfondir avec tes proches. Et donc on a tous ces outils-là et il y a un DJ set à la fin, de Link Room dans les événements. Mais pour Picnic and Beats, il y a un DJ set tout le long. Il y a plusieurs DJ qui viennent, on les filme. Et en fait, c'est un pique-nique musical, mais le but premier, c'est de connecter. C'est pas le DJ qui est la star de l'événement. Il vient juste complémenter l'expérience. Voilà, et après, on choisit des DJ qui comprennent aussi notre ADN. Tu vois, c'est pas le gros turn-up, tu vois, la musique, elle est pas à fond. C'est plus pour accompagner. Et le dernier DJ qui passe, souvent, justement, lui, il fait monter la sauce au fur et à mesure. Et la dernière demi-heure, tout le monde se met à danser. Et voilà, c'est un peu ça, Picnic and Beats. Ok. Et là, on organise un gros Picnic and Beats, donc XXL, le 30 mai. On a le DJ de Monsieur Neuve qui sera là. Super. On a qui s'appelle Tatoon. On a le premier DJ d'Aya Nakamura qui s'appelle Hit Combo. On a un groupe qui s'appelle Miel Collectif qui viennent de péter en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils chantent en a cappella. Ça fait très gospel et tout. C'est un groupe de 4. Et voilà, et on a plein d'autres artistes qui sont très bons. Je suis aussi sur la line-up, forcément. Et voilà, ce sera très R&B, soul et un peu de sonorité afro et caribéenne. Toi aujourd'hui, je crois que tu cumules 50 000 followers sur TikTok. Alors, sur tous les autres comptes confondus, je sais pas, peut-être tu dois être à plus de 30 000 aussi. Donc en tout, tu as su créer une très très grosse communauté. Tu as mixé pendant les Jeux Olympiques aussi? À la Tour Eiffel, ouais. J'ai mixé à la Tour Eiffel pour les JO. Comment ça s'est passé ça? En fait, j'avais une actualité très remplie. C'est-à-dire que je mixais tous les week-ends et je me disais tout le temps, c'est obligé, quelqu'un va tomber sur moi, c'est obligé, quelqu'un va tomber sur moi. Et un gars est tombé sur moi. Il m'a dit, ouais, écoute, je t'ai rencontré, justement, en fait, c'était un truc sur l'entrepreneuriat. Il me disait, ouais, je t'ai rencontré un truc sur l'entrepreneuriat, un rendez-vous, et je t'ai vu prendre la parole et j'ai compris que tu mixais. Je dis, ouais, exactement, je mixe. Ok, d'accord. En fait, je vais ouvrir une agence, elle n'est pas encore ouverte. Je dis, c'est bizarre, lui. Et c'est pour mixer à la Tour Eiffel pour les JO. Je me dis, ok, d'accord, bon, vas-y, on y va. Moi, je laisse la chance à tout le monde, tu vois. Open to business. Je ferme aucune porte. Même si le mec, on dirait un mytho, je vais écouter jusqu'au bout. Tu vois, là, on aurait dit un mytho. Le gars s'appelle Rodrigue. Et je dis, ok, d'accord. Et il m'explique tout. Et à la fin, il me dit, ouais, je te fais signer un contrat. Signer un contrat. Et en fait, je pense que le contrat était caduc parce que eux, un mois avant, ils n'avaient même pas encore signé le contrat. Okay. Et j'avais pas le droit de communiquer dessus, en fait. D'accord, ok. Donc, tout ce qui passait par la Tour Eiffel et les JO, c'est très simple. Tu as l'agence qui est qui est commanditée par les JO, une grosse agence qui font que les lieux luxueux, premium. Et ensuite, tu as une agence artistique et enfin, tu as une agence pour les artistes, enfin de booking. Okay. Et moi, c'est l'agence de booking qui m'a contacté. Donc, j'étais vraiment au dernier, dernier maillon. Ouais. Et voilà, ils m'ont booké. Moi, entre-temps, je tournais un petit peu partout. J'avais fait une petite tournée en Europe exprès. Et du coup, ça me faisait beaucoup d'actualité. Les tournées, je les finançais moi-même. J'allais mixer et les établissements payaient pour ma venue. Mais après, tout le reste, c'est moi qui finançais. Et j'attendais juste un retour sur investissement à chaque fois en priant pour qu'ils me payent, tu vois, en temps et en heure. Et voilà, et après la Tour Eiffel, ça s'est fait comme ça. Céline Dion a fait ma warm-up à la Tour Eiffel. mais ouais, donc en fait, c'était pas, que les gens comprennent, c'était pas pour mixer pour l'ouverture des JO. Comme ça, au moins, je vais être honnête avec tout le monde, hein. Comme ça les gens comprennent. C'était une résidence que j'avais à la Tour Eiffel, au même endroit où Céline Dion a chanté, pendant toute la période des JO. Donc une résidence, voilà. Tous les jours, ouais, tu y étais Tous les jours j'y étais. J'étais avec mon acolyte, on était un duo. Et donc du coup, on me demande si j'ai un saxophoniste ou un musicien avec moi, et j'avais un saxophoniste. Le mec venait juste d'arriver d'Argentine. Okay.
Ça faisait 2-3 mois qu'il vivait en France. Je le rencontre comme ça. Et je lui dis, hey, ça te dit de mixer à la Tour Eiffel pour les JO? Lui, pareil, il me regarde en bizarre. Ouais, comme un mytho. Et quelques mois après, on se retrouve là-bas. Et voilà. Et je lui dis, putain, tu viens juste d'arriver. Il y en a plein qui aimeraient ta place. Ouais, grave. Et il y en a plein aussi qui aimeraient ma place en tant que DJ. Donc, c'était juste incroyable. Tous les jours, j'arrivais là-bas. C'était comme un rêve. Et tu vois, ils l'ont décoré exprès. Ils avaient mis des miroirs du sol au plafond. Ouais. Tout était en miroir. Et voilà, dès que je suis arrivé, j'ai fait une vidéo. J'ai envoyé à ma grand-mère. Et dans le groupe de la famille, je dis, hey, voilà, je suis à la Tour Eiffel, ça y est. Accomplissement. Voilà, et j'ai lâché une petite larme. Parce que tu vois, j'étais content, tu vois, pour ma grand-mère. Et c'est marrant, tu vois, il y a une vidéo où je raconte mon histoire en 8 secondes. Je dis ça, là, c'est quand je suis arrivé à Paris. Et 30 ans plus tard, je vous annonce que je mixe à la Tour Eiffel pour les JO. Et en fait, la photo, quand j'étais petit, on vivait justement dans le studio, à 6 dedans, en sous-sol. Et en fait, on n'avait même pas de sous pour partir en vacances. Donc, on avait acheté un appareil photo. Mes grandes sœurs avaient acheté un appareil photo jetable. Ouais. Et toute la journée, on faisait comme si on était des stars, on allait prendre des photos, tu vois. Et cette photo-là, elle date de ça. Ouais, c'était marrant. Un petit message au petit Tony, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as parlé de ta grand-mère, donc cambodgienne. Exactement. Donc, c'est elle qui t'a permis d'apprendre le cambodgien, qui t'a peut-être ouvert à la culture cambodgienne, avec tes sœurs, je veux dire. Donc, je quitte ma famille à l'âge de 12 ans, foyer, famille d'accueil. Quand ma mère se retrouve en prison, mes sœurs ne pouvaient pas me garder. Et à 15 ans, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais, parce que j'apprenais déjà l'anglais puisque mon père vivait aux États-Unis et que je voulais l'impressionner par mon anglais. Et que du coup, je me suis dit, en fait, j'ai de la place encore pour apprendre une autre langue. Et je voulais faire plaisir à ma grand-mère, donc je me forçais à lui parler en cambodgien à chaque fois que je la voyais. Et je la voyais au moins une fois par mois. Des fois, j'allais 2-3 fois, souvent le dimanche, et je la voyais. À l'époque, on faisait souvent des réunions en famille. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai gardé le fait d'avoir un minimum de vocabulaire en cambodgien pour la survie. Tu vois, tu vas au Cambodge, tu ne sais pas parler un mot. Et voilà, et après, c'est comme ça que j'ai continué. D'ailleurs, ta grand-mère, elle a été, c'est un peu l'égérie d'un de tes business, Famille Sauce. Ouais. Parce que Famille Sauce, on n'en a pas parlé, mais ça, c'était après les coulisses. C'est ça. C'était après les coulisses. Et en fait, avant, je faisais de la com pour des restaurateurs. Il y en avait un qui avait une rôtisserie, un truc très stylé et tout, place de la Bourse. Il me disait, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour scaler le business et continuer à communiquer pendant le Covid? Je dis, vous continuez à vendre du poulet avec le click and collect et les Uber Eats. Et surtout, vous brandez votre sauce diable. La sauce diable, c'est ce qui coule du poulet, le jus. Okay. Et vous brandez ça, vous essayez de trouver quelqu'un qui vous en fait en grande quantité. Et je vois, il se moque de moi. Je dis, ok, moi, ça reste dans ma tête. Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Quand je mange et qu'il y a trop de glutamate, E624, si tu connais un peu la cuisine, je me dis, en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu combattre, entre guillemets, mais sans grande prétention, tu vois. Et là, je me dis, en fait, allez, je fais une sauce 8 sans huître. Okay. Et surtout sans glutamate. Et de base, je voulais le faire avec de l'huître. Donc, je vais du côté de la Côte Sauvage, en France. Un ostréoculteur me fait visiter carrément sa culture. Donc, on y va avec mes sœurs et tout. Trop bien. Le mec super gentil. Et je lui explique ce que j'aimerais faire. Il me dit, c'est compliqué et tout. Faudrait vraiment faire une usine. Et je me dis, putain, ça fait trop cher. Et donc, du coup, je trouve un autre moyen et je vois des mecs qui produisent des champignons shiitake, donc du champignon japonais, mais dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. Je les contacte, je leur demande, ils me disent, ouais, ok, c'est faisable. Je cherche une usine, je leur dis, voilà, c'est ça, et j'aimerais faire ça, telle recette. Et en fait, je fais appel à un labo qui fait d'abord les tests pour toi. Et ça coûtait un paquet d'oseille, je crois que c'était 12 000 €, un truc comme ça. Juste pour un test. Tu testes d'abord à la maison et après tu vas dire.
venez, on teste cette recette. Et voilà. T'étais déter là dans ton projet, fallait que. Toujours. Ouais. Si je fais quelque chose, je le fais à 100%, sinon je le fais pas. Okay. C'est un peu mon problème, c'est-à-dire que je peux aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à m'évanouir. Ça m'est déjà arrivé de travailler jusqu'à m'évanouir. Quand j'avais le club, je me suis évanoui une fois. Mange. Non, ça va. Ça, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, je fais beaucoup plus attention. Je connais mes limites. Donc aujourd'hui, si j'ai un coup de fatigue, je vais appeler mon associé. Je vais lui dire, écoute, j'ai besoin de 3-4 jours. Laisse-moi 3-4 jours. Si j'ai besoin d'une semaine, il va me laisser une semaine. Ouais. Parce que lui aussi connaît son corps. Il est très spirituel. Okay. Donc on connaît nos limites aujourd'hui. Ouais. Et déjà en 2019, on parlait de santé mentale. Et c'est pour ça qu'il a créé le jeu aussi. Ouais. Ça reste entre nous. Et voilà, et aujourd'hui je fais plus attention. Mais oui, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Ça a duré combien de temps cette aventure ? Family Sauce, ça a duré de 2021 à fin 2023, début 2024. 2021, on sort du deuxième confinement, donc je lance. J'achète tout à distance alors qu'on était à 600 km de Paris. Mm-hmm. Quand j'arrive, mon voisin il a tout réceptionné. Je commence à entre guillemets, industrialiser ce que je faisais. Mm-hmm. Et après, je trouve tout de suite un labo pour le faire en mode plus professionnel, avec une autoclave qui permet de stériliser les pots. Et ensuite, après, je trouve une usine. Et là, on monte à une autre échelle, tu vois. Donc, ça passe de commandes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines. Et ensuite, à 5000, 2 fois 5000, tu vois. Et en fait, tu ne marches pas beaucoup sur les pots. Mais donc du coup, fin 2023, je perds un très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis, qui décède d'un cancer. Ça faisait depuis le confinement qu'il avait le cancer. Et il me disait tout le temps, hey, prends le temps pour vivre, prends le temps de profiter parce que tu ne profites jamais. Mais pour moi, j'aime tellement le travail, je suis tellement passionné que des fois, je n'ai pas l'impression de travailler. Et j'ai perdu aussi ma mère d'accueil avec qui j'étais assez proche, chez qui j'étais pendant 5 ans. En fait, pour moi, c'était trop en fait. Trop d'émotions et aussi, je me suis dit, allez, c'est le moment de vraiment me poser sur une seule chose et histoire de profiter de la vie. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je ferme The Family Sauce et je continue ma carrière de DJ. La semaine d'après où j'ai fait ça, est-ce que tu veux mixer à la Tour Eiffel ? Ouais. Je me suis dit, en fait, il y a trop de choses qui s'alignent. Et voilà, et j'ai axé principalement sur ça. Et donc la boîte, elle a été fermée officiellement en début janvier 2024. On va repartir un petit peu en arrière sur la question de tes origines, notamment. Donc tu es cambodgien, tu m'as dit laotien aussi, ouais. Un petit peu viet, un petit peu... cambodgien tétio. Ouais, tétio. Ouais. Et, mais plus cambodgien, vu que c'est la langue que tu parles. Ouais. C'est la langue que je parle. Et donc, tu es déjà allé au Cambodge. Ouais. Tu es déjà allé au Cambodge. Ouais, je suis allé au Cambodge à mes 37 ans. Je pensais pas que le peuple cambodgien était aussi accueillant. Ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait quelque chose d'incroyable. En fait, comment te dire ? J'ai pas eu une seule mauvaise expérience là-bas. Okay. Donc, comme partout, tu as des personnes moins bienveillantes, tu vois, malveillantes, pardon. Et, mais moi, j'ai eu que des bonnes expériences au Cambodge. Je pense que je serais allé depuis longtemps. Mais comme j'allais voir mon père aux États-Unis, tu vois, ouais. J'ai pas eu cette occasion. Tu es allé pour la première fois au Cambodge à 37 ans et ouais, c'est une vraie révélation. Exactement. Reconnexion. Reconnexion. Maintenant, il faut que je fasse le Laos. Ouais. Mais ce que j'ai eu au Cambodge, je pense que ce ne sera pas égalable ailleurs. Ouais. Et dès que je suis arrivé au Cambodge, à la douane, tu sais, j'avais pas fait mon visa K-visa. Oui, ouais. Et j'arrive là-bas, et dès que je suis arrivé devant la dame, les premiers mots qui sont sortis en cambodgien, c'est « Min, kyum konme ». Et je dis merde, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Et je lui sors mon passeport et j'avais quand même préparé l'acte de naissance de ma mère. Okay. Et je lui montre
Et je vois qu'elle essaye de le lire et elle ne sait pas lire français, normal. Et je lui montre là. Patabang. Après, elle commence à me parler en cambodgien et je lui réponds. Elle met le tampon. De là, je récupère mon passeport. Je sors des portes de l'aéroport. Et j'ai des amis qui m'attendent, qui vivent là-bas. Et je me suis dit, mais en fait, je vais parler cambodgien tous les jours. Je vais me forcer, je m'en fiche. C'est mon goal. Donc j'y vais, je parle en cambodgien tous les jours. Et au bout du 2e jour, déjà, je sors mon téléphone. J'utilisais jamais TikTok. Ils me disent, ouais, nous, c'est TikTok. Ok. Je sors mon téléphone, je dis, hey, salut, je m'appelle Tony, je viens de France et en fait, je suis d'origine cambodgienne et je suis à Phnom Penh, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Je connais pas, c'est ma première fois et tout, en cambodgien, tu vois. Et la vidéo, elle pète. Je suis, ah putain, il se passe un truc. Je suis, vas-y, je vais leur montrer aussi que je suis DJ. Je crois que j'avais pas de DJ set de programmer. Je prends mes platines et je me pose dans un café là-bas. Il y a plein de cafés, ils sont accros au café. Je prends mon café et je mixe en fait, je fais un petit mix où je mixe un son cambodgien et de la dancehall. Pareil, ça explose. Je vois, en fait, peut-être qu'ils connaissent pas ça et tout. Et je vois plein de commentaires, c'est « Oh, je connais pas cette musique, c'est trop bien. » Et je commence à répondre, je dis « Ouais, c'est de la dancehall et tout. » J'en fais 1, 2, 3. Je vois, ça prend en fait. Et c'est pas, il y a des clubs qui commencent à m'appeler. Est-ce que tu peux venir mixer? Ouais. Non, au Cambodge. Ah, au Cambodge. Il y en a un, il m'envoie un message sur TikTok, mais j'avais pas encore beaucoup d'abonnés. Mais il m'envoie déjà un message sur TikTok. Est-ce que tu peux venir à Siem Reap? Il me parle en français. Je dis waouh, ok, d'accord. Et là, je me dis bon, bah vas-y, j'y vais. Et je comptais y aller. Et je dis bah j'arrive la semaine prochaine. J'arrive là-bas, je vois en fait, il est comme moi en fait, c'est un Cambodgien d'origine, un Français d'origine cambodgienne qui vit là-bas depuis 10 ans, marié à une Cambodgienne. Et il a ouvert un bar à cocktail assez sympa où il y a beaucoup d'expats. J'ai mixé là-bas et tout. Et entre-temps, je dépasse déjà 10 000 abonnés. Et je suis là, putain, TikTok, ça va vite, waouh! Et c'est trop marrant parce que dès la première fois, les gens me reconnaissaient. Puisque la vidéo, elle a fait, je crois, 500 000 vues. Et il y en a une autre, elle avait fait peut-être un peu moins, peut-être 100 000 ou 200 000. Mais les gens m'ont reconnu, des enfants. Et ils ont voulu prendre une photo avec moi, donc ils ont pris une photo avec moi et tout. Ou ils ont fait une vidéo, je me souviens plus trop. Mais tu vois, ça m'avait grave touché. Donc ce que le Cambodge m'a donné, je pense que je pourrais pas l'avoir ailleurs, tu vois, déjà. Parce qu'ils ont, vite, ouais, ça va vite et ils ont été super, ils ont été bienveillants avec moi. C'était pas de la moquerie, ils voulaient que je parle en cambodgien et c'était là, c'est bien, continue. Tu vois, ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'en France, je me disais tout à l'heure, on a peut-être plus tendance à se moquer des accents. C'est ça. Alors que là-bas, ils sont fiers en fait, ils sont contents. Surtout de voir quelqu'un qui a grandi en France, je pense que c'est une énorme fierté pour un enfant né en France de vouloir continuer. Ils se disent que la culture, elle explose toutes les frontières. Donc, c'est ça. Même mes cousins aux États-Unis, ils ne parlent pas cambodgien. Donc ils sont toujours étonnés que je parle cambodgien. Donc, et des fois, ils sont plus âgés que moi, mais des fois, ils sont là, Tony, c'est notre exemple et tout. Faut qu'on se force un petit peu, tu vois. Ils se concertent entre eux, c'est trop marrant, tu vois. Alors qu'ils ont tous réussi leur vie de manière incroyable. J'ai toujours pensé que la réussite, c'était que l'argent, posséder des choses. Mais en fait, tu peux aussi réussir autrement, tu vois. Comment dire, par tes expériences, par les voyages aussi, et aussi finalement ta réputation, ça fait aussi un peu ton, comment dire, ta réussite. Et j'ai pas de casserole derrière moi, donc Dieu merci, je touche du bois. Je pense que ça fait la fierté de ta grand-mère aussi, du coup, de te voir mixer au Cambodge. Ouais. Les gens l'appellent depuis le Cambodge. Ouais. Quand je vais au Cambodge, les gens l'appellent. J'ai vu ton petit-fils, il était à Phnom Penh dans tel quartier et tout. Une star. Ouais, tu vois. Ça c'est des choses qui me touchent. Ou des fois, c'est la famille de là-bas.
puisqu'on a du côté de mon grand-père, j'ai encore de la famille, Ok. mais non, du côté de ma grand-mère, j'ai encore de la famille, mais un peu lointaine. Mais du coup, pour eux, c'est genre ah mon oncle, tu vois, pou. Et ils se prennent en photo avec moi, ils sont contents d'être avec moi et tout. Je les emmène. La dernière fois, je suis allé mixer dans un club où c'est vraiment la jeunesse dorée cambodgienne qui ont accès à ce lieu. Et j'ai emmené mon neveu, qui lui est vraiment tu vois, c'est vraiment la classe. C'est pas la jeunesse dorée, quoi. Je l'ai emmené avec moi. Il m'a dit ouais, je veux être speaker en boîte de nuit. Je dis ok, vas-y, viens. Et j'ai divisé mon cachet avec lui. Tu vois, je lui ai dit tiens, ça c'est pour ton travail. Il était trop content. J'imagine. Surtout que quand tu vas là-bas, tu prends plusieurs centaines d'euros. Pour eux, c'est un salaire. Hein. Bien sûr. Voire 2, voire 3, tu vois, ça dépend. Mais du coup, il était trop content, tu vois. C'est comme s'il avait fait un mois de travail sans rien faire. À la fin de l'année, je compte y retourner. Je mixe à Séoul pour un ami. Ouais. Et après, je vais à Tokyo et Osaka pour le plaisir. Je ne sais pas encore si je vais mixer là-bas, mais peut-être je vais essayer de faire une petite tournée. Et après, le Cambodge, c'est sûr, j'y serai. Et après le Laos, du coup? Le Laos, je vais essayer de caler ça un peu plus tard. J'essaie déjà de faire ce que j'ai à faire ici en France. J'ai beaucoup de travail entre The Link Room, ma carrière de DJ, Picnic and Beats, et parfois j'aide aussi des marques ou des artistes à pas être viral, mais à créer leur identité de marque sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, tu vois. C'est important aussi d'avoir une identité. Moi, j'ai appris ça en étant DJ. On appelle ça le personal branding. J'ai l'impression que tu réussis un petit peu tout ce que tu touches, mais je pense que c'est lié très fortement à ta détermination. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, en fait, nous, aujourd'hui, pour tes projets actuels et futurs? Moi, il y a juste une chose qui me manque dans la vie. Je pense que c'est la paternité, tu vois. Ma petite sœur, elle vient d'avoir un enfant. Ouais. Et j'étais tellement focus sur le travail, parce que je voulais me prouver à moi-même, avant même de prouver à qui que ce soit. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable. Et là, dernièrement, j'ai vécu une autre expérience aussi de réussite, mais plus dans ma vie personnelle. J'ai acquis un bien, tu vois. Quand tu viens d'un studio en sous-sol où on vit à 6 et qu'il y a des souris qui se baladent pendant que tu dors, tu vois, et que là, tu vois, tu t'acquiers une maison, tu vois, c'est aussi autre chose, tu vois, qui se passe dans ta tête. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai coché toutes les cases que je voulais cocher. Même la Tour Eiffel, j'ai jamais pensé cocher cette case-là. Et je me suis dit, en fait, voilà, maintenant, un jour, trouver quelqu'un et fonder une famille, voilà, c'est des choses importantes pour moi maintenant. Donc, Tony Esquet est un cœur à prendre. Ouais, on va dire ça comme ça. Difficilement attrapable. Je te souhaite quand même. Mais du coup, je rebondis un petit peu juste avant de conclure, mais sur les relations. Est-ce que, toujours par rapport à tes origines, toi, comme tu as fréquenté plein d'Asiates plus jeunes, mais que tu es ouvert à toutes les cultures, par tes amis, juste rien que par ton père, les États-Unis, etc. Est-ce que dans ta tête, je sais pas si tu as un objectif de paternité, mais est-ce que tu t'es dit il faut que je sois avec une Asiate ou je suis ouvert et même est-ce que toi, ta famille, ta grand-mère par exemple, est-ce qu'elle te dit il faut que tu trouves une Cambodgienne ou Ma famille veut que je trouve une Cambodgienne. Et là, c'est pas forcément mon style. Ouais. Et voilà, mais moi, tu vois, j'ai pas de limite. Je dis pas que j'aime toutes les femmes, hein. Juste celles qui disent oui. Non. Le plus important pour moi, ça va être son état d'esprit, sa stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou même, tu vois, j'aime bien les gens ambitieux. Mais l'ambition, c'est pas forcément le travail. Comme aujourd'hui, je l'ai découvert
beaucoup plus tard, pendant ma trentaine, mais l'ambition, ça peut être aussi lié à ton bien-être, ça peut être aussi lié à ta vie privée, fonder une famille, ça peut être tes hobbies. Voilà, je suis passionné de yoga, j'ai envie d'atteindre un certain niveau de zénitude. Et en fait, c'est ça aussi, être ambitieux. Pas forcément quelqu'un qui pense qu'au boulot. Et voilà, c'est les choses les plus importantes pour moi. Vouloir aller au bout des choses. Aller au bout des choses, ouais. L'ambition, c'est pas que le travail. Et dans la culture asiatique, du moins des Asiatiques de France, je pense que l'ambition, ça a toujours été ça. Et en grandissant, je m'aperçois que non, surtout que je fais des métiers qui ne sont pas très atypiques, tu vois. Donc voilà, ça me permet de voir différemment d'un autre œil. Ok, c'est très intéressant. Pour conclure, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous regardent, qui te connaissent ou pas, mais de manière générale, sur la vie, sur peut-être ta vision, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Sur ma vision, qu'est-ce que je peux conseiller ? Si vous avez une idée, n'attendez pas que ce soit parfait, exécutez-la. Ça, c'est mon conseil d'entrepreneur. Exécutez-la au plus vite. Pourquoi ? Parce que vous allez sûrement vous tromper. Mais que si vous prenez votre temps, en fait, vous allez perdre tout ce jus-là que vous avez, cette énergie que vous avez sur votre projet. Et ça ne va jamais se faire. Par contre, si vous avez l'idée, allez-y tout de suite. Vous allez sûrement perdre un peu d'argent, mais l'argent, ça se récupère. Le temps, c'est mort. Tu ne peux pas le récupérer. Donc voilà, ça c'est mon conseil d'entrepreneur. Si je peux donner un conseil de vie, ce serait, et ça je le dis tout le temps, j'ai pas le temps de détester les gens, j'ai que du temps pour les aimer. Donc si j'ai un souci avec quelqu'un, que ça se passe mal, je préfère l'ignorer, je préfère couper les ponts à travers les réseaux sociaux, à travers nos discussions, tout ça, et je passe à autre chose. Et c'est pas facile à mettre en place parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts au début à comprendre ça. Mais une fois que vous avez mis ça en place, ça va aussi vous permettre quand vous avez des soucis dans le passé, au lieu de les ruminer, ouais, elle m'a fait ci, il m'a fait ça, en fait, vous êtes déjà en train de penser à autre chose, vous êtes déjà en train d'avancer. Et voilà, n'ayez pas le temps de détester les gens, juste du temps pour aimer ceux qui vous aiment aussi même. Voilà. C'est beau, c'est beau. On va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir accordé de ton temps justement pour cette petite interview. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais. Merci à vous, vraiment. Je m'attendais pas à être invité et franchement merci. Picnic and Beats, donc c'est le 30 mai, hein, c'est ça ? Picnic and Beats, 30 mai dans un golf. On va pouvoir jouer au golf sur des nappes. Il y aura 6 DJ, dont moi. Des DJ très expérimentés, des DJ, le DJ officiel de Motionov, premier DJ d'Aya Nakamura et d'autres DJ talentueux. Et voilà, et Picnic and Beats, c'est quelque chose qui me ressemble quasiment à 100%, que ce soit sur l'ADN musical, que ce soit sur l'expérience qu'on apporte, c'est-à-dire connecter avec les gens, lâcher son téléphone et que ce soit naturel, sans faux semblant. On n'est pas là à se forcer à faire les choses en fait. Et voilà. Ok. Merci beaucoup Tony. C'est moi, merci. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas, on va mettre le lien en description, donc dépêchez-vous parce que ça part vite. Ça part très vite, ouais, il y a presque donc on essaiera peut-être de faire un tour nous aussi, ça a l'air sympa. En tout cas, si vous partagez les valeurs de Tony, je pense qu'on est plusieurs comme toi, donc on se retrouve à Picnic and Beats. Let's go. Et on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci. C'est la fin de la vidéo, donc merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et surtout, un grand merci à Tony d'avoir répondu présent à l'invitation. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Débridés Stories sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Abonnez-vous sur Débridés Stories,
le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.